Heureux de vous retrouver pour cette autre sortie d'International, le tour de l'actualité mondiale sur CAM News 24. Et c'est avec un plaisir en somme renouvelé que j'accueille ici le journaliste consultant, spécialiste des questions internationales, Ghislain Cougan. Bienvenue. Le plaisir est partagé, Donald. Merci de me recevoir. Nous allons d'abord au Rwanda, où la réunion des chefs d'État pour le 27e sommet de l'Union africaine s'est achevée à Kigali. Un sommet fait de nombreux rebondissements sur la présidence de la Commission de l'Union africaine, mais aussi sur des sujets comme le terrorisme ou encore le Soudan du Sud. Alors, immédiatement, Ghislain Cougan, la succession de Nkosazana Zuma sera donc pour plus tard. Qu'est-ce qui explique ce report? Simplement le fait que les candidats en lice, les trois candidats, n'ont pas pu obtenir les 2 tiers requis pour notamment briguer la présidence de la Commission de l'Union africaine. Alors qu'après 3, 4 tours, on n'a pas pu, on n'a pas su, on n'est pas arrivé à avoir un candidat qui se soit détaché du trio pour finalement être le remplaçant et successeur de la Sud-Africaine à la tête de la commission. Ça veut simplement dire que les chefs d'État en réalité ne s'entendent pas. Ça montre, ça traduit la division au sein des chefs d'État sur le continent africain. Pourquoi? Parce que déjà même avant qu'on arrive au vote, il y a eu des étirements entre deux factions. Il y a des présidents, la CEDEAO par exemple avait formulé une demande que l'élection soit reportée déjà. Il y en avait qui voulaient que l'élection se tienne. Le président en exercice de l'Union africaine, Idriss Déby, non, vous aviez donc deux clans, deux camps qui s'opposaient et donc au moment même de l'élection, il s'est joué que concrètement, il s'agit du fait que la communauté internationale, l'Europe n'a pas adoubé, n'avait pas un candidat parce que les trois prétendants étaient des entre guillemets non-name. Et donc, quand ils sont non-name, ils ne peuvent pas être influencés par la communauté internationale. Or, il se trouve que c'est quand même, vous avez les États-Unis, vous avez la Chine, vous avez l'Union européenne qui cotise à 73% pour ce qui est du budget de l'Union africaine. Alors, ces donateurs étrangers ne peuvent donc pas accepter qu'on ait un président qui puisse s'affranchir de leur diktat, tout simplement. Alors, quelles sont les alternatives possibles s'agissant justement de l'occupation de la présidence en attendant l'élection qui est prévue, je crois, en janvier? Oui, en janvier 2017 à Addis Abeba, il se trouve que maintenant on a rouvert la liste des candidatures. C'est-à-dire qu'en dehors des trois, il y en a qui peuvent encore postuler pour qu'on puisse étudier leur candidature et pour arriver à l'élection, à la présidence de la commission qui va se tenir, vous l'avez signifié, en janvier prochain. Sauf que là, maintenant, vous aviez un candidat, je crois, de l'Afrique centrale, équato-guinéen, vous aviez un candidat du Botswana, et puis, je crois, un Un candidat... Sénégalais aussi. voilà. Et donc, voilà que... et c'était des candidats qui n'étaient pas très connus en réalité. Donc, on comprend, je pense que cela remet en question simplement aujourd'hui l'indépendance, l'autonomie notamment de l'organisation africaine qui est l'Union africaine, qui aujourd'hui en réalité n'est qu'un coffre vide. Pourquoi? Parce que celui qui met les moyens dicte la politique et l'Union africaine n'a pas encore les moyens. D'ailleurs, je pense qu'on va poursuivre pour arriver notamment à certaines résolutions prises par l'Union africaine dans l'optique justement de s'autodéterminer, d'être digne, de pouvoir se définir par elle-même. Je voudrais qu'avant qu'on aborde le côté des résolutions, alors l'autre sujet proposé au 26e sommet de l'Union ouvrait la voie à un possible retrait en bloc des États africains de la Cour pénale internationale. Ce retrait, s'il advenait, serait-il perçu comme un nouveau permis de tuer? Quelle analyse vous inspire cette proposition? Permis de tuer, je pense que là on va très vite dans les analyses, mais je pense que la question est pertinente, mais elle n'est pas carrée, elle est une question qui peut évoluer. Et je suis d'avis que ça peut aussi être un permis de tuer, mais en même temps ça peut aussi témoigner de la capacité des puissances africaines à pouvoir se juger, s'auto-gérer, s'auto-déterminer. Si vous prenez le cas de ceux qui estiment qu'il s'agit d'un permis de tuer, c'est par rapport à comment est-ce que la politique se fait sur le continent. C'est par rapport à ces présidents qui s'éternisent au pouvoir, qui font tout pour y demeurer. On a vu ce qui s'est passé au Burundi. Mais c'est aussi parce que quand on regarde comment la politique est menée sur le continent africain, on a le sentiment que si aujourd'hui à chaque fois il faut que les chefs d'État restent dans la CPI, si vous voulez, ça veut simplement dire que l'Afrique doit subir, comme ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire,
C'est-à-dire que lorsque la France est d'accord, lorsque la communauté internationale est d'accord, on intervient en Côte d'Ivoire, on intervient en Libye. Conséquence pour le cas de la Libye aujourd'hui, on est un marché mondial, comme j'ai mal dit, du terrorisme. Ça, c'est aussi une conséquence du fait que c'est la Cour pénale qui décide. Donc, ça, c'est bon. Je veux dire qu'on envoie tous les gens à la Cour pénale, qu'on ait signé le traité de Rome, ou alors ratifié. Mais je pense que il faut encore aller plus loin. Si l'Afrique veut être véritablement indépendante, il faut que l'Afrique puisse pratiquer les principes de l'indépendance. C'est-à-dire que la démocratie, la tendance au pouvoir. Quand vous avez des présidents comme Déby qui sont toujours là, je suis désolé, Déby, sur le plan militaire, c'est un bon président. Vous avez des présidents comme la Guinée équatoriale qui est toujours là depuis longtemps. Vous avez le président camerounais Paul Biya qui est là. Vous avez le Congo-Brazza. Si c'est une logique africaine, si l'Afrique veut se distinguer par l'éternité, ça peut poser un problème. Maintenant, est-ce que l'alternance à tout prix et à tous les prix est aussi ce que nous souhaitons? Je ne pense pas. La question à mon niveau n'est pas forcément au niveau de la longévité au pouvoir. C'est au niveau de travailler pour avoir des conditions nécessaires pour ces populations. Sauf qu'à un moment donné, quand on pousse l'analyse politique plus loin, il faut aussi changer d'homme. Ce n'est pas la matière grise qui manque. Donc, c'est un peu, c'est confus, c'est brouillon. Et puis, ceux qui veulent cela, on a le sentiment qu'eux-mêmes ne prête pas par l'exemple, parce que quand on prend le cas Déby, vous vous souvenez, on a fait un programme ici où on a évoqué Hissène Habré. On se rappelle quand Hissène Habré était au pouvoir, Déby était chef d'état-major, et qu'Hissène Habré est condamné, Déby forcément a quelque chose à voir là-dedans. Mais si Déby aujourd'hui, lui, veut qu'on sorte de l'Union africaine, qu'est-ce qu'on fait? De la CPI? De la CPI, qu'est-ce qu'on fait notamment du règne de Hissène Habré entre 82 et 90, quand Déby était son colonel ou son... Vous voyez donc, c'est compliqué, mais je pense que l'Afrique doit s'affranchir. Mais pour cela, l'Afrique doit suivre les règles de l'art aussi. Et ce n'est pas encore le cas. Ça pourrait être fastidieux, mais que faut-il retenir de ce 27e sommet de l'Union africaine en termes de résolution? En termes de résolution, je pense qu'il faut retenir déjà la volonté de l'Organisation internationale africaine, si vous voulez, de s'auto-déterminer. Déjà, on a adopté une stratégie qui vise à taxer à 0,2% les produits importés dans les 54 États qui constituent l'Union africaine. Ce qui concerne le financement de l'Union. Voilà, financement de l'Union africaine. Ça a donc été adopté à l'égale exception de quelques produits de première nécessité dont la liste n'a pas encore été rendue publique aujourd'hui. Parce qu'on se rend à l'évidence que 73% du financement de l'Union africaine dépend de l'extérieur. Je vous ai évoqué la Chine, les États-Unis, l'Union européenne et puis d'autres. Et donc, ce qui revient donc à 707 millions d'euros qui constituent le budget de l'Union africaine entre 2016 et 2017. Alors, si on applique le principe de la taxe sur certains produits importés, cela peut rapporter à l'organisation de l'Union africaine, 1,1 milliard d'euros qui peut permettre à la boîte, à l'organisation de s'auto-gérer, c'est-à-dire de fonctionner normalement. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on le sait très bien. Et en plus aussi, il faut relever que le problème c'est quoi? Quand on parle de ce que 73% des fonds de l'Union africaine viennent de l'étranger, ça veut dire qu'il y a encore 27% qui sont pris, qui sont assumés par l'Union africaine, c'est-à-dire que les 54 États. Sauf que même à ce niveau, l'Union africaine n'arrive pas. Pourquoi pas? Pourquoi? Parce qu'il y a les défauts des paiements des cotisations. Il y en a qui payent un peu en retard, ce qui ne permet pas le bon fonctionnement de la boîte aussi. D'autres résolutions aussi, je pense que, et dans le même sillage, je tiens à repréciser qu'en 2014, on avait adopté une toute nouvelle résolution de taxes aussi sur, je crois, les billets d'avion, les nuits d'hôtel, les SMS téléphoniques en 2014. Mais jusqu'aujourd'hui, rien n'a été fait. C'est pourquoi je dis que les résolutions, c'est bien, mais il faudrait qu'au-delà de l'accord de principe de tous les 54 États, qu'on puisse matérialiser cela dans les faits, ce qui n'est pas le cas depuis 2014 et aujourd'hui on espère qu'avec l'acuité, avec le nouveau président d'exercice Idriss Déby qui est un peu tout feu tout flamme, ça peut faire bouger les lignes. Autre résolution, c'est le Maroc qui a décidé, qui veut revenir au sein de l'Union africaine. On sait très bien que le Maroc s'était retiré en 1984. Pourquoi? Parce qu'on avait proclamé l'indépendance de la République sahraouite alors que le Maroc estimait que c'était un territoire marocain. Et le Maroc, depuis 2013, a donc engagé une dynamique d'activité qui travaille avec le Gabon, le Sénégal, la Guinée et la régularisation de nombreux sans-papiers venant de l'Afrique du Sud, de l'Afrique subsaharienne, parce que le Maroc veut revenir au sein de l'Union africaine. Qu'en est-il du passeport africain?
Je pense que le passeport africain, je pense que bon, c'est vrai qu'on nous a présenté quelques spécimens comme quoi, mais je pense qu'on est loin d'avoir un passeport africain. Déjà que le passeport sous-régional a été fait, mais il n'a même pas encore véritablement abouti. Vous savez qu'il y a un passeport CEMAC, c'est pas ça. Bon, si on a bataillé durement pour avoir un passeport CEMAC, un passeport, c'est pas un CEDEAO, le passeport africain, je pense qu'on a encore beaucoup à faire pour arriver à ce niveau. Je prends un seul exemple. Si les présidents, les chefs d'État africains sont divisés sur le report de l'élection à la tête de la présidente de l'Union africaine, vous aviez Déby qui était pour maintenant, vous aviez la présidente du Libéria, Hélène Johnson Sirleaf. Les deux se sont d'ailleurs affrontés. Déby a refusé de donner la parole. Vous comprenez qu'il y a des clans, il y en a sur le continent africain qui ne veulent pas s'affranchir des puissances étrangères. Vous avez le Sénégal, vous avez la Côte d'Ivoire par exemple. Il y en a les Déby qui ne veulent plus du tutorat étranger. Donc voilà, l'Afrique est encore divisée. Nous allons laisser le sujet concernant la fin du sommet, du 27e sommet de l'Union africaine qui s'est donc tenu à Kigali au Rwanda pour aller maintenant au Mali où le gouvernement a promis une réponse appropriée après l'attaque qui a visé Nampala dans la région de Ségou après près de la frontière mauritanienne. Le bilan officiel fait état de 17 morts des militaires. Les autorités parlent d'une coopération terroriste, une opération terroriste coordonnée. Une attaque revendiquée d'abord par l'Alliance pour la sauvegarde de l'identité Peul et la restauration de la justice, un groupe créé récemment, puis par la brigade Massina dans Sardine. Alors, pourquoi tant de confusion sur l'identité des assaillants? Finalement, c'est la course aux revendications à la suite de cet attentat. Vous savez, pour des mouvements terroristes, il est toujours intéressant de montrer qu'on a du répondant et qu'on peut faire mal pour se faire prendre au sérieux. Il y va de leur stratégie et très souvent, il y en a qui revendiquent un mouvement aussi par rapport à l'envergure et surtout par rapport à la réponse préparée par le pouvoir en place ou alors par rapport à ce que cela a occasionné. Vous avez vu le Mali s'est levé, ça a créé véritablement un tollé sur les réseaux sociaux. C'est quand même des soldats qui ont été tués, des trentaines de blessés et puis le président malien a tout de même décrété l'état d'urgence et puis je crois de 10 jours et puis un deuil national. Ça veut dire que ça a véritablement touché. Et quand on frappe l'armée du pouvoir, là ça veut dire que véritablement on veut montrer au Mali que finalement les terroristes sont d'attaque. Maintenant, pour ce qui est de la revendication, vous avez deux groupes. Sauf que je pense à ma lecture qu'il s'agit, je pense beaucoup plus pour en Sardine. Pourquoi? En Sardine était un ancien mouvement qui a travaillé avec le Moujao, vous savez, entre le Mali et l'Algérie, tout cela, hein, avec le mouvement Al-Maribitoun, qui sont des démembrements. Je vois beaucoup plus en Sardine. Pourquoi? Parce que l'Alliance pour la restauration de la justice et de ce que vous racontez, machin, là, finalement, c'est une alliance qui est née il y a simplement un mois. Et donc, je n'arrive pas à comprendre que ce groupe-là, l'Alliance qui défend les Peuls, ait suffisamment de logistique, de moyens pour frapper. Parce que pour frapper et toucher et faire suffisamment mal, comme je le vois, Ansardine est vieux et aguerri et rompu à la tâche, a l'habitude de ces grands faits pour notamment secouer le Mali aujourd'hui. Et là, véritablement, on a touché véritablement le Mali. Et Abeka, le président, a dit qu'il va mettre tout en œuvre. D'ailleurs, les 10 jours d'état d'urgence, c'est pour mettre sur pied les moyens pour renforcer la brigade, renforcer la sécurité, parce qu'on estime qu'on a frappé quand les soldats, parce que je pense qu'il y a eu une double frappe. Quand on était en train d'acheminer sur les blessés, et voilà que certains sont revenus et ont causé véritablement du tort au Mali qui se relève difficilement de cette période vraiment critique. Je pense que c'est à ce moment, à ce niveau qu'on doit voir l'intervention de l'Union africaine et on se rend compte que ce n'est toujours pas le cas. Le sujet n'a pas d'ailleurs été évoqué, peut-être dans les coulisses. Alors, certains analystes, comme vous, rendent le plus crédible la revendication dans Sardine, un groupe terroriste structuré. À partir de là, qu'est-ce qui laisse croire que les éléments de l'Alliance n'ont pas participé à cette attaque? Je pense que la question est pertinente. Il est difficile parce que ces groupes-là, entre eux, se connaissent, se font du chantage. Mais pourquoi c'est possible que ces groupes-là aient travaillé ensemble? C'est-à-dire que celui-ci ait fait ci, celui-là ait fait cela, mais pas, je ne pense pas que les forces soient véritablement coordonnées. Autrement, on n'aurait pas deux revendications différentes. Ça veut quand même dire que chacun veut dire c'est moi. Peut-être aussi c'est pour brouiller les pistes.
C'est une possibilité, mais je pense que c'est beaucoup plus Ansardine qui serait derrière tout cela. Même si aussi Ansardine avait le nom, peut absorber l'Alliance L'Alliance. pour la revendication de la justice et notamment de la sauvegarde des peuples Peul. Et j'ai pas à préciser que le mouvement Peul a dit ne pas se reconnaître dans cette attaque-là. Ce qui peut aussi amener maintenant à crédibiliser davantage la thèse de Ansardine qui serait le commanditaire de cette attaque meurtrière de Nampala, je crois. Voilà. Justin Kougan, qu'est-ce qui pourrait aider le gouvernement malien à faire face à ce mélange explosif d'éléments terroristes, de banditisme et de tensions communautaires? Je pense qu'on doit aider le Mali, on doit mettre sur pied des décisions, je pense, transnationales. C'est-à-dire que c'est vrai que vous allez me dire, il y a déjà des brigades qui sont mises sur pied, il faut le suivi. Le problème ici, c'est qu'il y a beaucoup de foyers de tension sur le continent africain. Ce n'est pas simplement au Mali, donc difficile à chaque fois de répondre de manière adéquate à toutes ces tensions-là. Vous avez aussi, je l'ai oublié, on a évoqué au courant du 27e sommet de l'Union africaine, le cas du Soudan du Sud. C'était même, je crois, l'un des sujets phares où on a demandé de la mise sur pied d'une mission de protection, dans ce pays. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de demandes. Il y a moins d'offres aujourd'hui. Vous avez la RCA aussi qui est toujours bouillant. Vous avez la Côte d'Ivoire qui ne s'est pas vraiment rétablie de l'attaque je crois, de Côte d'Ivoire, de Grand Bassam, je crois. Grand Bassam. Vous avez aussi le Burkina Faso. Donc, il y a beaucoup de terreaux, il y a beaucoup de situations confuses. Il n'y a pas une réponse appropriée parce que l'Union africaine, je vous l'ai dit, n'a pas d'argent, n'a pas de moyens. Et quand bien même les pays comme le Tchad envoient des soldats, après ces soldats sont taxés de viol, sont par Human Rights Watch, sont incriminés. Donc, vous avez des États africains qui veulent des soldats, mais quand on envoie des soldats, ça pose un autre problème. Ces soldats sont taxés de violeurs, d'exactions par-ci, par-là. D'ailleurs, l'une des résolutions prises au cours du sommet de l'Union africaine, c'est qu'il faut renforcer la force onusienne au niveau du Soudan du Sud. Or, Salva-Kiir n'en veut plus des soldats étrangers dans son pays. Donc il faut négocier tout cela. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils arrivent, il y a toujours un problème. Ils ont fait ci, ils ont violé, ils ont brûlé, ils ont fait ça. Ça devient véritablement complexe. On va à présent prendre un autre sujet. On sort de l'Afrique, nous allons en Turquie. Vous avez quand même une idée de ce qui se passe en Turquie? Erdogan fait gaffe, comme on dit. Alors, on va brièvement vous rafraîchir la mémoire. L'armée turque a donc bombardé les positions du Parti des travailleurs du Kurdistan dans le nord de l'Irak pour la première fois depuis le putsch avorté contre le régime du président Recep Tayyip Erdogan, tuant 20 militants. Quelque temps après ces bombardements, le régime d'Ankara vient d'instaurer l'état d'urgence pour 3 mois. Alors, ces frappes turques étaient-elles opportunes? Autrement, qu'est-ce qu'elles justifient? Est-ce que les frappes turques sont opportunes? Je ne pense pas que ce soit la question du point de vue du président Erdogan. Il a été touché, il faut qu'il réagisse. Donc maintenant, l'opportunité, c'est à vous de voir. Lui, en tant qu'homme d'État, en réalité, a été touché, véritablement touché. Et vous savez très bien, quand il a été frappé, on parle du putsch manqué du 15 juillet 2016, Recep Tayyip Erdogan n'était pas dans la capitale. Ça veut dire qu'en réalité, on a tout fait pour l'évincer. Et vous savez qu'il a poussé la réflexion loin en estimant qu'il y a une main européenne derrière. Alors il faut qu'il frappe, qu'il fasse comprendre. Quand on parle de main européenne, on voit aussi les pays alliés. Hein, quand il frappe, il y a les pays alliés, on se comprend très bien. Donc, il est question pour Erdogan de montrer qu'il est là, de montrer qu'il a la réponse appropriée. Et cela peut s'expliquer par une série de nettoyages au sein même de la Turquie. Je ne sais pas si on va y arriver. La Turquie, où il y a un ensemble de décisions, d'actes préventifs et même définitifs qui ont été prises aujourd'hui, qui ont été pris pour ce qui est des actes par le président Erdogan. Donc il réagit beaucoup plus parce qu'il est frustré et il veut vraiment rétablir l'autorité de son pouvoir. Alors justement, 3 mois d'état d'urgence à l'issue de ce coup d'état manqué. Erdogan ne se lance-t-il pas là une véritable chasse aux sorcières avec ce nettoyage, cette purge? Je ne pense pas. Et quand on parle de purge, 3 mois d'état d'urgence, je rappelle que la France aussi
reconduit les 3 mois d'état d'urgence. En Oui, France, le rapport, c'est qu'il s'agit d'un push manqué, et puis le pays est désorganisé, et puis ce push manqué a quand même fait les 300 morts aujourd'hui. La France, je crois, c'était 80 quelque chose de morts. Oui, il y a 300 morts. La France aussi a 3 mois d'état d'urgence. C'est normal que le président Erdogan puisse décréter l'état d'urgence de 3 mois. Maintenant, c'est ce qui se fait qui peut amener à être peut-être... C'est justement ce qu'on veut savoir. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il se trouve qu'il y a près de 55 000 personnes qui ont, entre professeurs, juges, qui ont été soit interpellés, soit arrêtés, soit suspendus. Vous avez 109 généraux et amiraux, on dit amiral ou amiraux, enfin, 109 généraux qui sont en détention. Vous avez par exemple l'ex-chef d'État de l'armée de l'air aujourd'hui, Akin Estu, qui lui aussi est en détention. Vous avez une trentaine de magistrats qui sont suspendus. Vous avez 269 juges et procureurs militaires qui sont suspendus. Il y en a qui sont arrêtés. Donc, c'est véritablement un nettoyage. On a le sentiment qu'il s'agit d'une purge. Erdogan véritablement est remonté. Donc, il y a des arrestations massives. Et je précise qu'il est interdit à tous les fonctionnaires de quitter le territoire turc tant que tout n'est pas fait. Et je crois que ça va durer 3 mois, les 3 mois d'état d'urgence. Ça veut dire que véritablement il a été touché. Et d'ailleurs, état d'urgence, ça veut dire qu'on a interdit les manifestations. Or, le président, via le SMS, demande à ses partisans de descendre dans la rue pour exprimer la démocratie, pour exprimer leur faveur pour le pouvoir. Alors que l'état d'urgence, en réalité, interdit toute manifestation. C'est dire toute la détermination de Tayyip Erdogan, qui lui-même, en réalité, ne se dit pas, ne me semble pas être ébranlé par les appels d'Allemagne qui demandent un peu de retenue, de la communauté internationale qui s'insurge contre ces arrestations, ces suspensions, ces licenciements, véritablement, qui peuvent amener à réfléchir véritablement. Alors, comment appréciez-vous cette réaction d'Erdogan qui demande au chef de la diplomatie française de se mêler de ses affaires? Autrement dit, Ankara ne souhaite aucune intervention de ses pairs européens dans la gestion de cette crise. Puisque Ankara estime que l'Europe, une partie de l'Union européenne est derrière cette main noire, ce putsch manqué, véritablement. Vous savez très bien que le leader de l'initiateur entre guillemets de ce putsch manqué serait Fethullah Gülen, qui est un prédicateur aujourd'hui exilé aux États-Unis. D'ailleurs, Ankara a estimé avoir un ensemble d'éléments qui ont été transmis aux États-Unis pour réclamer notamment le transfert de Fethullah Gülen sur le territoire turc afin qu'il soit jugé pour ce qui se passe. Sauf que les États-Unis n'ont pas donné n'ont pas prêté une oreille attentive, n'ont pas donné onction à cette démarche d'Ankara. Donc pour Ankara, on sait qui est derrière cela, la main noire. Il s'agit de Fethullah Gülen qui est un prédicateur, mais les États-Unis ne sont pas d'avis. Et finalement, c'est pourquoi Ankara demande aujourd'hui, laissez-moi gérer mes affaires. Voilà, parce qu'Ankara soupçonne donc une complicité européenne. Parce que véritablement, l'attaque a été savamment menée. Maintenant, si les policiers parviennent à déjouer un coup d'État stratégiquement pensé par les militaires, ça peut aussi être un interrogateur pour faire comprendre qu'il y avait quand même certains militaires qui n'étaient pas d'avis avec ce qui allait se dessiner. Alors, aux États-Unis, Donald Trump représentera les républicains dans la course à la Maison-Blanche. Après 2 jours de désordre, le parti républicain l'a nommé mardi 19 juillet candidat à la présidentielle américaine. Une désignation qui tente de faire oublier les divisions. Alors, le parti républicain, en ciblant une ennemie commune, la démocrate Hillary Clinton, est-ce que le parti n'est-il pas là en train de manquer l'objectif de sa campagne? Est-ce que le parti est en train de manquer l'objectif de sa campagne? Je ne pense pas. Se focaliser sur un individu? Non, je ne pense pas. Parce que si on a plébiscité Donald Trump, je pense quand même qu'il est passé par les primaires. Et donc, au moment des primaires, ses motivations, ses idées n'étaient pas Hillary Clinton. Il a développé dans la même chose. Si on revient sur les déclarations de Barack Obama, qui dit que si jamais on veut le camp d'en face, ce n'est pas pour l'économie, parce que même les républicains ne savent pas de quoi ils parlent. Voilà un argument suffisant pour faire comprendre que voilà un sujet suffisant.
Ça veut dire qu'il sait très bien que pour ce qui est de l'économie, ça ne marche pas. Et donc, c'est un cheval de bataille qui a été embrassé par Donald Trump. Donc, voilà au moins un élément qui montre qu'on ne peut pas simplement focaliser sur Hillary Clinton. Parce que focaliser sur Hillary Clinton, c'est beaucoup plus le volet sécuritaire, le volet diplomatie ou diplomatique, avec notamment, et c'est là où notamment, parce qu'on ne focalise pas simplement sur, c'est vrai que l'individu Hillary Clinton, mais à travers quoi? À travers les actes posés par Hillary Clinton quand elle était sur le département, quand elle dirigeait notamment la diplomatie américaine. On a vu ses échecs cuisants, ça c'est clair, en Libye avec l'attentat notamment à l'ambassade avec Chris Stevens et autres. On a vu en Syrie, on a vu en Russie, on a vu donc voilà les éléments qui amènent le camp républicain à penser qu'Hillary Clinton n'est pas une bonne candidate. Et vous l'avez relevé, il y avait des dissensions au sein du Parti républicain, mais puisqu'il fallait introniser Trump, qui est aujourd'hui le candidat de tout le monde, il fallait donc trouver un sujet qui rassemble. Et le sujet qui rassemble, c'est notamment le sujet du rejet massif et de manière unanime de Hillary Clinton à travers sa gestion notamment de la diplomatie du pays. On estime que si elle n'est pas capable de protéger, de défendre les intérêts américains de l'étranger, il est clair qu'elle aussi ne va pas pouvoir défendre les intérêts de ceux de l'intérieur. Alors, quel est l'enjeu de ce rendez-vous chez les Républicains? L'enjeu était simplement, en fait il s'agissait je crois d'une passe d'âme, d'un rituel, il faut l'introniser tout simplement. Et ça a aussi été fait pour les démocrates, on a intronisé Hillary Clinton, c'est comme ça, donc pour dire que voilà, on a fait les primaires, c'est tout terminé. Les républicains, maintenant l'élection présidentielle, c'est deux grandes tendances, républicains et démocrates. Voici le candidat qui fait l'unanimité. Comme pour dire que la campagne est terminée, il faudrait que les gens s'alignent. Vous savez que Donald Trump, au sein du Parti républicain, avait aussi les têtes creuses. Avec les contradicteurs aussi. Donc, c'est terminé la contradiction au sein du parti. Maintenant, il faut qu'on affiche une détermination commune pour le candidat du parti. Le parti au-dessus des considérations individuelles aujourd'hui. Il faut qu'on fasse, comme on aime dire chez nous, on a fait l'union sacrée, même si je n'apprécie pas beaucoup l'expression. Dans le camp démocrate, c'est pareil. Donc voilà, c'est terminé. Le candidat investi démocrate, c'est Donald Trump qui a dit que l'Amérique d'abord et qu'il travaillera pour une Amérique prospère. Donald Trump ne sera donc pas seul, qui est Mike Pence, lui aussi investi candidat républicain à la vice-présidence pour l'élection de novembre. Un non-name qui arrive ou quelqu'un de très bien connu? Je pense que c'est le gouverneur d'un État qui lui aussi a beaucoup travaillé dans la victoire de Donald Trump à la présidentielle. Je tiens à préciser que pour beaucoup sont surpris que Trump arrive. Même les Européens aujourd'hui ne savent plus à quel sens se vouer. On a dit au départ que Trump était anti-ceci, il ne pouvait même pas passer le premier tour et à chaque fois il avançait à l'image caricaturale du Portugal en Coupe d'Europe. La Croatie va l'écraser, la Pologne, et puis en demi-finale on vous a dit, je ne sais plus trop quoi, le Pays de Galles, et puis voilà que le Portugal a fini par remporter la Coupe d'Europe. Je ne dis pas que Donald Trump va remporter, je dis simplement que Donald Trump est peut-être déjà en demi-finale, puisque personne ne le voyait véritablement. On a tout dit de lui, il est raciste, il est ci, il est ça. Et si l'Amérique finalement était aussi introverti. Et si les Américains étaient fatigués d'être toujours les gendarmes du monde, de toujours vouloir penser aux autres sans penser à eux-mêmes. Et si on disait aussi, il a dit, l'Amérique d'abord, ça veut tout dire. L'Amérique d'abord. Le dernier républicain à la Maison-Blanche, c'était le président George Walker Bush Jr., le petit. Il est possible qu'il revienne que Donald Trump revienne en 2016, en novembre, ce n'est pas loin. Hein. Ça se comprend. Vous avez après la candidature démocrate républicaine qui a eu 2 mandats. Vous avez eu des démocrates avec Barack Hussein Obama qui a fait aussi 2 mandats. Et donc, si c'est le ping-pong, voilà un républicain qui viendra. Et puis on verra, mais je pense qu'il y a encore du chemin. Hillary Clinton est une femme, ça c'est quelque chose, c'est de l'inédit, c'est aussi de l'incertitude. Mais Hillary Clinton a beaucoup d'allant, a Bill Clinton, a beaucoup de soutien aussi, alors que Donald Trump aussi était un milliardaire, mais qui vit avec une nouvelle façon de faire, rupture, avec ce monde aujourd'hui où les États-Unis ne se retrouvent pas. Je pense que c'est la morosité économique ambiante, le climat un peu brouillon, le climat insécuritaire, qui peut faire l'affaire de Donald Trump.
Voilà, novembre, c'est pour bientôt, il faut le dire. Alors, juste là, on va vous remercier, mais je voudrais tout de même peut-être dédier cette émission à l'un des nôtres qui nous a quittés samedi dernier. C'était le 16 juillet. Et aujourd'hui, le programme est annoncé. On en reparlera sur ce plateau pour dire au revoir à Romy Aliachem, qui était d'ailleurs un monteur à Camille 24 et qui préparait en back-office cette émission. Tu es monteur et délégué du personnel Délégué du aussi. personnel aussi. Un samedi noir tristement célèbre en fait. Et sur cette note triste qu'on va se quitter, mesdames, messieurs, on se donne rendez-vous prochainement. Au revoir.